Bonjour Laetitia Ayudo. Bonjour. Alors je crois que je fais beaucoup de jaloux aujourd'hui. Je tiens à être très honnête, vous êtes aussi belle en vrai qu'à la télé. Merci. Voilà, donc ça c'est dit. Alors vous vous êtes surtout fait connaître en France pour votre rôle dans la série israélienne à succès sur Netflix Fauda. Nous allons bien sûr en parler, mais c'est assez impressionnant, je dois vous l'avouer, de vous avoir en face de moi parce qu'on n'aurait jamais pensé que vous étiez de chez nous, que vous êtes française et vous avez grandi en Ardèche, je crois. Oui, tout simplement. Donc c'est incroyable de savoir ça. Alors avant d'entamer vos études d'architecte, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait aussi en parallèle du théâtre avant d'arriver au cinéma. Et votre succès, donc vous le devez à votre jeu de scène bien sûr, mais aussi à ce physique. Parlons-en, longiligne, que moi je qualifie un peu de menthe religieuse, voilà, un peu très féminine, attention. Qui vous rend unique. Et vous êtes de ces femmes, de ces actrices au visage intemporel, grec, dites-vous, je crois, atypiques, qui pourraient traverser les époques en cumulant de nombreuses facettes, origines et rôles. Une force qui a longtemps été un peu une faiblesse, je crois. Une faiblesse, je sais pas, en tout cas un frein. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. On me disait souvent, on veut quelqu'un de plus simple, de moins atypique. Voilà. Et ça a été compliqué de trouver la bonne voie et de trouver où, en fait, j'étais pas atypique. C'est peut-être comme ça que j'ai cherché un petit peu hors de France aussi, en me disant, bon, ben, peut-être que, puisque je suis un mélange moi-même, France-Liban, je me disais, je peux donc correspondre à tout le bassin méditerranéen et pourquoi pas essayer en Espagne, en Italie, et là, en Israël, ça s'est un petit peu fait complètement par hasard. Par un petit message que j'avais envoyé au réalisateur, donc vraiment comme ça, boum. Et effectivement, à partir de là, ce frein est devenu vraiment une force. Une force. Et même avant ça, d'ailleurs, j'avais eu, du coup, en France, l'opportunité de jouer Cléopâtre. Et là, pareil, le réalisateur s'était dit, mais oui, mais... Alors moi, je me rends pas du tout compte que je pouvais faire Cléopâtre, mais lui, il m'a dit, mais oui, qui d'autre, en fait? Et le jour où j'ai passé le casting, je suis arrivée le matin à 8h, et après, il a vu plein de gens, et il m'a dit, je voyais plus que toi, parce que ton physique est tellement particulier que je pouvais plus voir, en fait, d'autres personnes pour ce rôle. Donc finalement, c'est en train de devenir une force. Et ça l'a toujours été, mais il fallait qu'il y ait des gens pour le voir. Et moi, il fallait que j'y croie aussi. Et il fallait aussi peut-être que vous vous exportiez pour justement revenir en France de manière différente. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous l'avez dit, vous êtes une actrice franco-libanaise et c'est de l'union de ces deux cultures qui vous rend donc si particulière. Vous interprétez donc différentes nationalités et vous jouez dans plusieurs langues et dans plusieurs pays aujourd'hui. Quand on vous voit dans Fauda, vous parlez extrêmement bien l'arabe, même s'il y a des petites anecdotes que vous allez peut-être nous donner, vous vous êtes trompé une fois ou deux. Non. Mais j'ai plein d'anecdotes. Voilà, plein d'anecdotes par rapport à cette langue. Nous, on pense que vous parlez complètement l'arabe, mais en fait, pas du tout. Vous avez totalement appris, je crois, la langue pour ces rôles. Alors, pas la langue non plus. Alors, déjà, moi, je suis vraiment une actrice française, parce que justement, ma maman est libanaise, et donc je suis pas franco-libanaise. Et elle m'a parlé quand j'étais petite, un petit peu, et puis c'est vite devenu compliqué en Ardèche, quand on était petit, d'entendre parler arabe. Enfin voilà, il y avait quand même, c'était pas fluide, et on a demandé à ma mère d'arrêter de nous parler, en fait. Et donc je ne parle pas à cause de ça. C'est bête, mais c'est le monde dans lequel on vit parfois. Aujourd'hui, j'aimerais parler, mais ça veut plus rentrer. Je sais pas, j'ai un âge où c'est presque trop tard. Oui. Pas un blocage, mais c'est juste que c'est difficile d'apprendre une langue adulte, en fait. Oui. Et autant j'ai une capacité incroyable à apprendre les langues en phonétique. Après, je parle couramment anglais, français et pratiquement espagnol, mais les autres langues dans lesquelles j'ai joué, donc là j'en suis à 8 ou 9, je crois, je les ai toutes apprises en phonétique, dont Fauda, dont mon texte pour Fauda. Et ce qui était assez fascinant, c'est que on était plusieurs à ne pas parler arabe, mais avoir quelques bribes, comme Doron, justement, Lior Raz, dont le papa est irakien. Donc lui, c'est pareil, lui, il parle mieux que moi. Il peut tenir une conversation, mais il pas non plus, il parle pas couramment. Et donc, quand on jouait ensemble, c'était très drôle parce qu'on avait travaillé, donc entre les scènes, on était comme ça avec nos textes, et on répétait. Et puis des fois, on les disait aussi, mais on n'avait pas de coach. Donc c'est compliqué de savoir quand vous vous trompez dans le texte. Nous, on se trompait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a bossé comme des tarés. Il y a personne sur ce plateau qui s'est trompé dans son texte. Jamais. Ou enfin, moi je le sais pas en tout cas. Mais le réalisateur n'a jamais eu à se plaindre parce qu'en fait, on a tellement travaillé en amont, on avait tellement peur de pas être prêt qu'on est arrivé ultra prêt.
La seule chose difficile, c'est que lui, quand il me disait ces phrases, moi, je les avais pas, en fait, avant, en amont, en arabe. Donc, j'étais pas bien sûre de ce qu'il me disait. Donc, on a une intensité encore plus forte parce qu'on vérifie que l'autre nous dit bien ce qu'on pense qu'il nous dit. Et moi, pour ma part, c'était en anglais la traduction. Donc, donc c'était assez drôle. Et comme on avait tellement travaillé, on était prêts. Mais vraiment, personne ne le voit, je crois. Mais c'est quand même après, on comprend technique. Tout ce qu'on dit, on comprend absolument. Pour être dans l'émotion, en fait, on a beaucoup travaillé pour être seulement sur l'émotion quand on arrive et pas sur j'ai oublié mon texte, ce qui aurait été une catastrophe, évidemment. Alors justement, vous parlez d'émotion dans cette série sur Fauda. Vous êtes le docteur Chirine, l'un des rôles principaux de la série Netflix au succès mondial, voilà, qui est sortie en 2015, mais dont le succès en France a débuté un petit peu plus tard. Et vous y êtes donc aux côtés du comédien Lior Raz, qui est également producteur et créateur de cette série. Il montre le parcours d'une unité d'élite israélienne, rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Et elle opère sous couverture dans les territoires disputés, qui élimine la Panthère, considérée comme l'un des terroristes les plus dangereux. Une lutte à mort entre donc l'unité israélienne et le Hamas, proche de la réalité du terrain et du conflit israélo-palestinien. Comment avez-vous vécu ce rôle ? Très intensément. Je crois que de toute façon, dû au conflit, forcément, tout est beaucoup plus intense. Moi, la seule chose que j'ai toujours dit et que j'aime répéter aussi, c'est que j'ai vraiment fait attention en acceptant ce rôle. J'ai demandé à ce qu'il y ait une tentative, en tout cas, d'égalité au niveau humain. Et que je suis pas la seule à avoir d'ailleurs fait cette requête auprès des auteurs au début de la série, au début de la saison. Et ils ont beaucoup écouté, en fait. Et je crois que ça a gagné en intensité, en émotion, en le fait que des deux côtés, je trouve que les rôles émotionnels, en tout cas, sont beaucoup portés par les femmes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis d'accord. Il y a vraiment et je crois que ils ont entendu le fait que des deux côtés. D'abord, ça leur tenait à cœur aussi à eux, puisque il faut quand même bien le dire. Lior Raz m'a dit au début, ce que je veux montrer dans cette série, c'est que peu importe de quel côté on soit, si on prend part à la guerre, de toute façon, on perd tout. Et il faut savoir que... Et c'était aussi une possibilité d'avoir un public plus large, pour le coup. Aussi, je pense que c'est pas peut-être aussi qu'ils ont pensé comme ça, mais moi, en tout cas, de mon point de vue de comédienne, c'était important que les familles souffrent de la même... Alors, ce sera jamais de la même manière, puisqu'ils souffrent pas pour les mêmes choses. Mais en tout cas, qu'il y ait de la joie, de l'humanité et de la souffrance de manière des deux côtés, à peu près égale. Ce sera toujours un axe narratif israélien, puisque c'est une série qui a été écrite côté israélienne. Donc ça, il faut pas se leurrer là-dessus. Et je trouve que c'est très émouvant quand même de voir beaucoup de passages où je crois qu'on sent cette chose-là. Et le fait que mon personnage soit franco-palestinien, pour le coup, a ajouté aussi, puisque moi j'avais envie d'avoir un peu un pied en dehors du conflit, moi-même étant en dehors du conflit, j'avais envie de pouvoir aimer les deux côtés. Pour moi, c'était important. Donc, ces deux cultures. Bah oui, je voulais pouvoir rester sur le plan humain, en fait, et dire qu'en plus, elle est médecin, et que quand elle soigne quelqu'un, elle le soigne pour ce qu'il est en tant qu'humain, pas pour de quel côté de la frontière il est, et pour qui il vote, quoi. Voilà. Et c'est justement ça aussi que vous entretenez dans la vie, puisque je crois que ce mélange, ce multiculturalisme, vous trouvez que c'est une force que vous entretenez, et même vous avez envie de découvrir d'autres origines, je crois, grâce à cela. Disons que j'ai toujours essayé d'être un peu un trait d'union. J'aime bien dire ça parce que j'ai une famille qui est très 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 multiculturelle, multiculturelle sur tous les aspects, que ce soit religieux ou des pays dans lesquels ils vivent. Et donc on a les 3 grandes religions dans la famille. J'allais vous le demander. Donc vous avez un côté juif finalement. Du côté du Liban, qui sont venus qui était donc libanais, qui est quand même le pays. Du côté de votre maman. Ouais. Et au Liban, il y a vraiment énormément il y avait en tout cas beaucoup de mélange, de mariage en fait mixte, et c'était pas du tout un souci. C'est même ce qui faisait une des particularités de ce beau pays qui souffre beaucoup en ce moment. Et donc ça a dû être une grande force très pour triste. Jouer du coup le rôle de Chirine, puisque dans votre famille finalement on peut ressentir ce multiculturalisme qui reste dans le Moyen-Orient, et donc dans ce rôle ça a pu vous inspirer. Est-ce que vous avez parlé avec votre famille, votre maman? Est-ce qu'elle vous a aidé pour ce rôle? Non, sur la je langue? pense que non. Enfin. Merci maman, si tu m'as aidée. Je me suis trompée. Elle m'a aidée. J'allais dire le nom, c'était pour préparer le personnage, parce que c'était vraiment quelque chose où je dis souvent que je
prépare pas mes personnages, en fait. Je les construis pas. Parce que il y a pas besoin, en fait. Je pense que quand on joue Cléopâtre et qu'on a une frange, une toque, un truc en or, 50 colliers, et qu'on a juste à parler en grec, parce qu'elle parle en grec à la cour de Rome, à la cour d'Égypte, il y a un moment, on n'a plus rien à faire, en fait. On n'a que le texte à dire. Et là, quand on est Chirine plongée dans un tournage qui se passe en Israël, avec un texte qui est quand même lourd de sens, j'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à dire mon texte. À être. Et je crois que c'est une façon de jouer qui est devenue un déclic à un moment donné dans votre carrière. En règle générale, on dit qu'il faut 10 ans. Vous avez éclos, comme on dit, au bout de 15, parce que justement, vous avez eu ce déclic qui n'est pas de jouer, mais d'être le personnage à un moment donné. Je ne sais pas si je l'explique exactement comme vous le pensez. Oui, alors c'est-à-dire que les premiers rôles que j'ai eus, je les ai eus à peu près 6 ans après le début de mon parcours à l'école, etc. Mais j'étais encore sur une technique où on me demandait d'écrire 50, 100 questions du personnage et de savoir son passé, quelle était sa faille, etc. Mais tout ça, on l'a plus quand on joue. En fait, il suffit qu'on se plonge une fraction de seconde dans le regard de l'autre, ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, d'un coup, l'intensité du moment présent, elle est tellement plus forte que l'excitation, c'est de se laisser porter par on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'ai un texte, j'ai un rail, et ensuite, advienne que pourra, et ce n'en sera que plus riche pour le réalisateur, en fait. Donc, parce qu'il aura d'autres versions, on reste pas sur un truc. Et moi, je trouve que c'est le jour où j'ai commencé à jouer comme ça, effectivement, j'ai décroché une série américaine dans laquelle je faisais une Touareg dans le désert. C'était encore un truc assez incroyable. Société matriarcale, donc je dirigeais une armée d'hommes. C'était très intéressant, très loin de Chirine. Mais ensuite, les rôles se sont enchaînés comme ça. Donc cette série américaine, c'est Strike Back. Strike Back, qui veut dire, je crois, une sorte de revanche, quoi. Oui, c'était un autre monde, hein. C'est vraiment la série d'action, j'allais dire pour hommes, mais c'est des choses que je ne dis plus aujourd'hui. C'est une série d'action pour qui veut, avec pas mal d'explosions, et voilà, c'était sympa. C'était très sympa. Alors, pour revenir et terminer sur Fauda, dans la série, vous vivez une histoire d'amour avec Doron, donc un juif israélien membre du Mossad. Alors que vous êtes de l'autre côté de la frontière, territoire disputé, on vous appelle les Roméo et Juliette du Moyen-Orient. C'est vrai. Je crois que vous aimez bien ça. Ouais. Ces histoires existent forcément dans la vie, mais comment cela a été perçu auprès de votre entourage ou des fans? Est-ce qu'on vous a écrit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On est très curieux finalement de comprendre ça. C'est assez incroyable, franchement, le retour que j'ai. J'en ai tous les jours. Encore aujourd'hui. Depuis 2014, 2015, 2017, deuxième saison. Ça a été encore pire, mieux, on va dire. Oui. C'est tous les jours et de tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'en Inde, c'est un succès incroyable. Ils font un remake qui d'ailleurs est en plus que préparation, peut-être même déjà en tournage. Et en Amérique du Sud. Incroyable. Le nombre de pays en Amérique du Sud que je suis allée au Chili d'ailleurs pour présenter un film. Et dans un festival, donc ça s'appelait Seret, un des festivals du film israélien au Chili. Et pareil, je veux dire, j'ai vu l'accueil des gens, ils connaissent la série par cœur. Donc, ce qui est très marquant, c'est que les gens nous disent merci, souvent. Bon, alors après, il y aura toujours effectivement ceux pour qui la série n'est pas assez équilibrée. Bien sûr. Mais ceux qui nous écrivent et qui nous disent merci, ils nous disent merci pour des raisons très précises. C'est que, par exemple, ils nous disent on n'aurait jamais imaginé que l'autre de l'autre côté, bien sûr, de cette frontière, puisse nous ressembler autant. Je l'ai déjà dit, mais je le raconte à nouveau, une anecdote d'un monsieur que j'ai rencontré sur le plateau qui m'a dit, depuis que je travaille, parce qu'il travaillait en technique sur le projet. Il a dit, depuis que je suis dans cette série, j'ai inscrit mes enfants à des cours d'arabe et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais parlé à un arabe israélien. Alors qu'ils sont 20% en Israël. Donc, et d'un coup, ça a ouvert comme ça plein de choses et beaucoup de gens nous parlent souvent du cœur, de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, vous avez touché quelque chose dans notre cœur. Oui. On ne se rendait pas compte qu'une histoire d'amour était possible. On ne se rendait pas compte. Et pourtant, elles existent. On sait qu'elles existent, n'est-ce pas? On a Tsahi à Lévis, qui est un bon exemple. Oui, tout à fait, qui est mariée avec d'ailleurs une journaliste qui était sur i24 News et du coup j'oublie son prénom, c'est honteux parce qu'en plus j'ai travaillé avec elle. Qui est génial en plus. Moi aussi, vous me l'avez fait oublier. Ouais. Voilà. Bon, on va retrouver. Oui, c'est pas loin dans ma tête.
Ok, très bien. Vous avez joué beaucoup au Moyen-Orient, on va dire les choses comme elles sont. Laetitia Iddo, en 2018, vous avez eu le rôle principal féminin du long métrage Olière de Shadi Srour. Vous jouez le rôle de Lamia. Oui. Une femme arabe forte, belle, progressiste, qui dirige une fondation pour les droits des femmes mariées. Vous avez aussi tourné la même année dans le film Tel Aviv on Fire de Sameh Zouabi, où vous endossez le rôle de Maïsa. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces rôles-là? Est-ce que vous pensez que, justement, on vient un petit peu de se le dire, que ces rôles de femmes fortes aussi, peuvent jouer un rôle dans la vraie vie? Et est-ce que, au-delà de tout cela, vous avez un message, vous? Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est que si mon personnage est si fort dans Fauda, c'est grâce à une femme qui est scénariste sur la première saison en fait de Fauda. Et alors, il y a un truc qui nous joue des tours. J'ai perdu son nom, alors que je sais très bien qui c'est. Mais je crois qu'on oublie les noms. C'est pas grave, elles se reconnaîtront. Et en tout cas, Lucie Harish. Exactement. Voilà. Alors le deuxième nom va arriver. Zachary Alevi et Lucie Harish. Voilà. Nous parlions tout à l'heure. Le nom de la scénariste va revenir, mais c'est parce que du coup c'est le petit jeu du cerveau qui a en fait imposé, qui était la seule femme déjà dans les scénaristes, et elle a dit il est hors de question que Shirin soit une vendeuse de légumes chez son oncle, comme c'était marqué au début. D'accord. Et qui est quelque chose de très commun. Oui, effectivement, ça arrive, mais oui aussi, il y a des femmes qui sont chefs de clinique et qui sont, alors elle n'est pas chirurgienne, mais qui sont médecins, etc. Et donc elle a tenu à faire ça. Ensuite, dans le film de Shadi Srour, c'est celui que je suis allée présenter au Chili. Que j'ai adoré. Donc Holy Air, il est disponible d'ailleurs sur, je crois, Apple Plus ou je sais pas. Il est disponible, on peut le trouver et j'aime beaucoup ce film parce que justement, il m'a dit, tu vois, la femme que tu joues, ces deux femmes, elles existent. C'est ma femme que j'ai rencontrée, enfin sa femme, et c'est assez étonnant d'ailleurs, comme elle me ressemble. Et c'est une, effectivement, femme très forte, probablement plus que moi d'ailleurs. Et une autre femme qui, effectivement, est dans une association qui défend le droit des femmes et qui aussi mais apprend aux femmes des choses sur leur corps qu'elles ignorent, etc. Et c'est quand même des choses... On aurait besoin de nous en parler un petit peu plus. C'est vrai. Bien plus tôt. Et donc, je pense que le message, il passe de lui-même, en fait. Parce que, encore une fois, par certaines scènes qu'on voit dans Holy Air, je sais pas si vous avez vu ce film, mais... je ne l'ai pas vu. Je vous le recommande. Il y a des scènes assez drôles où elle explique justement le plaisir féminin et à quel point c'est un désert. Et que le lit n'est pas un ring de boxe. Et voilà. Et finalement, les messages passent à travers le film par la voix du réalisateur. Moi, j'en ai à partir du moment des messages où j'accepte et je donne ma voix à ce réalisateur et donc à ce personnage. Et que vous acceptez de jouer ce personnage. Il y a un personnage dont j'aimerais que nous parlions, bien sûr, aujourd'hui, Laetitia Iddo. Et ce film-là, je l'ai vu, c'est Entre deux trains. Vous êtes à l'affiche demain avec Pierre Rochefort. Et c'est un film de Pierre Filmon. Vous avez le vent en poupe, je l'ai dit. Vous êtes énormément au cinéma dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le 1er décembre, on vous apercevra dans le film d'Yvan Attal, Les choses humaines. On vous apercevra aussi bientôt dans un film d'un réalisateur américain qui s'appelle Terrence Malick, ou encore avec le film Connemara d'Issyle Lebesco. Mais on dit que le rôle que vous avez joué, qui sera demain au cinéma, ce rôle-là où vous jouez une femme finalement un petit peu déçue, un petit peu romantique en même temps. Est-ce que ce personnage vous colle aussi un petit peu à la peau finalement? Alors celui-là, pas trop. Étrangement, justement, d'ailleurs, j'ai changé ma voix pour ce personnage parce que j'ai une tendance, je pense, quand je joue, à avoir une voix légèrement plus grave que dans la vie. Enfin, j'ai à peu près la voix avec laquelle je vous parle maintenant. Mais dans la vie, quand je suis un peu fatiguée, j'ai une voix, comme beaucoup de gens, un peu plus aiguë, un peu plus enfantine. Et en fait, je me suis rendu compte que pour ce personnage-là, qui arrivait de province et qui est un petit peu perdu, qui connaît pas Paris, on avait besoin de ça. Enfin, elle avait besoin de ça. C'est la seule chose que je dis souvent, je construis pas mes personnages, mais je l'ai pas construit parce que ça s'est fait un peu naturellement. Tout seul. Voilà, elle arrive, il lui demande s'il connaît Paris, le jardin des plantes, elle dit non. Et puis il y a cette petite voix fragile, et puis finalement le texte devient plus fort, et finalement elle devient plus forte que lui, et elle lui dit tu dis jamais non. En fait, c'est deux anciens amants elle aimerait bien qu'ils se retrouvent 9 ans plus tard, ils aimeraient bien, à la gare. Voilà, et ils ont 80 minutes entre leurs deux trains. Lui vient d'arriver, elle repart, et ils se croisent par hasard, et elle aimerait qu'ils prennent une décision une fois dans sa vie, et voilà, il ne se passe rien, et finalement elle devient plus forte que lui.
Et donc certaines vérités se disent, des regrets, des souvenirs, c'est leur dernière chance. Ça vous change des films où on vous a connu. Et ce film, a priori, d'après Sortir à Paris, est qualifié de très français. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, un film français, très français. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il s'est fait en 5 matinées. De façon très très courte, avec très peu d'argent et avec quelque chose... Ah, j'entends la bande-annonce. Je vous en prie, continuez. Avec quelque chose de... Il y avait une première avant-première hier et quelqu'un disait que ça lui faisait penser à Cléo de 5 à 7, par exemple, d'Agnès Varda, ou quelque chose de la série, pas de la série, mais la série de films Before Sunset, Before Sunrise, etc. Il y a quelque chose quand même de très particulier, c'est qu'il est fait en 12 plans séquences. C'est ça, c'est un petit peu comme un lip dub. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un petit peu comme si on était sur un clip de Clara Luciani, quasiment aucune coupure. On est sur 1h15 de film où la caméra est quasi systématiquement à reculons. C'est assez troublant. On peut traduire ce film un peu comme une déambulation romantico-urbaine de 2 êtres en quête d'ailleurs. On va écouter un extrait quand même pour s'en faire une idée, Laetitia Iddo. N'en veuillez vraiment pas à Grégoire, tout est de ma faute. Je l'ai rencontré à la gare, je l'ai reconnu, ça fait 9 ans qu'on ne s'était pas vu. J'ai voulu boire un café, il a refusé parce qu'il avait un cours de violon à donner, mais j'ai insisté, j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai fait des examens à la Pitié-Salpêtrière et j'avais besoin de parler à un ami, il a tout fait pour m'en remonter le moral. J'ai un cancer. Voilà, je suis désolée. Viens, on y va. Un cancer. Cette scène est assez incroyable parce qu'en fait, vous essayez de vous parler pendant tout le film et vous êtes, c'est vrai, un petit peu embêté par des parasites, on va dire ça comme ça, autour, qui essayent de vous empêcher d'avoir cette fameuse discussion qui est très lourde de sens, je crois, pour l'un comme pour l'autre, parce que vous vous êtes attendus finalement mutuellement sans vous le dire. Pour pas spoiler le film, on va pas dire dans quelles conditions très particulières ils se sont rencontrés. Mais c'est vrai qu'on est toujours interrompu par des gens. Là, c'est son beau-père qui finalement redébarque. Il faut que je trouve cette excuse pour qu'il nous lâche la grappe 2 minutes. Et là, on entend encore justement ma voix qui est un peu plus aiguë. C'est marrant. Et à la fin du film, elle devient comme ça de plus en plus grave. C'est drôle. Et c'est assez beau parce que finalement, on a eu... ce qui est beau, c'est le charme, je crois, qui se passe entre lui et moi, entre Pierre Rochefort et moi. On a adoré jouer ensemble. Et ça se sent tellement qu'en fait, ça transparaît dans ce film. Exactement, ça transparaît. Et je crois qu'il y a une phrase que moi j'ai retenue. J'aimerais savoir si elle vient de vous. Vous dites la phrase qui m'a marquée dans ce film: aimer quelqu'un, c'est voir l'enfant en lui. Je ne sais pas si c'était écrit, mais en tout cas, c'est très lourd de sens quand on a vu ce film. Je dis ça dans le film ? Oui. C'est très beau. C'est très beau. J'ai trouvé aussi que c'était très beau. Et c'est ce que j'ai retenu dans ce film-là, qui est quand même, je sais plus quand est-ce que je le dis, mais c'est un film dans lequel on parle pendant 80 minutes. C'est ça. Donc j'ai dit beaucoup de choses et qui a été très écrit, puisque c'est Pierre Filmon qui a écrit le scénario. On a fluidifié quelques phrases, mais on n'a pas réécrit à proprement parler. Le film était vraiment... Ce sont ses mots. Oui, c'est vraiment très écrit. Mais on a la sensation, en tout cas, que cette discussion est très naturelle, finalement, et que tout le monde pourrait la voir. Et c'est vrai que votre jeu de rôle est incroyable. On va passer à un petit jeu. On dit ça comme ça. Oula. 15 questions. L'objectif, c'est de me répondre en 15 réponses relativement rapidement. Est-ce qu'on peut tenter ça ? On peut tenter, mais je suis pas très forte. On verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Laetitia Iddo, la recette de l'amour, c'est qu'un homme cuisine pour moi. Wow, un bon film, c'est Entre deux trains, demain au cinéma. Parfait. Être heureux, c'est ne rien attendre et se contenter du moment présent. Souffrir, ça sert à quoi ? À rien. Notre histoire sert à ne pas refaire les mêmes erreurs. Votre philosophie de vie ? Less is more. Moins, c'est mieux. La personne que vous aimez le plus au monde ? Joker. J'arrive pas. On va passer sur un Joker. Il y en a trop, en fait. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Je suis encore très émue des chroniques qui ont été faites. L'imagination permet de créer, évidemment. Votre meilleur rôle ? Celui que je joue dans ma vie. Vos 3 kiffs du moment ? Le chant que je reprends enfin.
la planification de mes futures vacances parce que j'en ai pas pris depuis des années. Et le yoga que j'ai repris. Ça, c'est bien. Ah, ça fait du bien. Ouais. Et votre engagement dans la vie, à quoi se résume-t-il ? Trouver la justesse. Trouver la justesse. La qualité que vous préférez chez une personne ? Franchement, l'honnêteté. La première chose que vous faites en vous réveillant le matin ? Un câlin. Et enfin, la dernière question, est-ce que vous vous posez beaucoup de questions, Laetitia Ido ? Beaucoup trop, c'est un enfer. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais on en a encore plein pour vous sur Radio J. Laetitia Ido, notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h06 bientôt sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints. Et tout de suite, c'est la séquence auditeur avec Laetitia Ido, révélée pour son rôle du docteur Chérine dans la série Fauda, à l'affiche du film français Entre deux trains qui sort en salle demain. Alors nous avons un auditeur bientôt à l'antenne, mais avant, Rudy Arroginor nous a rejoint. Alors je sais que vous avez écouté très attentivement notre émission. Bien sûr, nous allons débriefer dans un instant avec un petit portrait de vous, Laetitia Ido. Mais d'abord, je ne sais pas si vous avez une petite question qui vaut trotter avant même de rencontrer Laetitia, que vous auriez potentiellement envie de lui poser avant de débriefer. Alors, une question. Ah, il y en a tellement. On a toujours prise au dépourvu, mais une question qu'on avait envie de poser à Laetitia Ido. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Tout, puisque tout est vibration. Là, on part en live tout de suite. Ah, mais de toute façon, on va y venir dans quelques secondes avec Rudy. Ce qui me fait vibrer, je crois que c'est d'être en accord avec soi-même. Et donc, c'est beaucoup de travail, en fait, d'arrêter de se tromper, de prendre les mauvaises routes. Et donc, ce qui me fait vibrer, je pense que c'est comme un instrument, il vibre bien que dans certaines conditions. S'il a été une guitare bien... ou un instrument dans lequel on peut souffler, il y a une manière de souffler qui est juste. Et je pense que dans la vie, on est juste avec les autres ou avec soi-même, pas tout le temps. Et donc, ce qui me fait vibrer, c'est le moment où j'arrive à me remettre au bon endroit. C'est un petit peu la quête. Je sais pas si c'est complètement abstrait ce que je dis, ou en tout cas. Chacun pourra l'entendre comme il veut. Moi, je vous ai compris. Ça résume un peu tout, l'honnêteté, envers soi, envers les autres. Ça résume le tic-toc, tic-tac. Le tic-tac au tac. Le tac-tac de tout à l'heure. C'est vrai que tout le monde a tendance à me dire le tic-toc. Ouais. On va passer maintenant à un auditeur qui nous a contacté, qui a, je crois, quelque chose à vous demander. Laetitia Ido, bonjour. Alors, je crois que c'est Simon qui est en ligne avec nous. Bonjour. Allô ? Bonjour. 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 Allô, Chérine ? Oui. Mais je croyais que t'étais morte, moi. Mais pourquoi tu m'appelles pas ? Tu sais que je t'aime quand même. Alors dis-moi où tu es, je viens te chercher tout de suite. Ok, je suis à Radio J. Vous êtes incroyable, Simon. C'est la deuxième fois, je crois, que vous téléphonez. Et il me semble que vous aimez beaucoup Chérine dans Fauda et donc Laetitia Ido. J'adore. C'est une série que j'ai adorée, qui est magnifique, très très bien jouée. Et j'avais une question un peu plus sérieuse, on va dire. Allez-y. Alors, je souhaiterais savoir, est-ce que vous allez être ressuscité dans la saison 4 ? Eh oui, on se pose la question. J'ai pas le droit de le dire. Ah non. Ah bah, non, mais ça reste entre nous, hein. Il y a il y a personne qui nous écoute. J'ai pas le droit de le dire. Mais comme ça, vous regarderez. On ça peut fera pas. avec plaisir. Mais vous pouvez me retrouver dans plein d'autres choses en ce moment, hein, si vous voulez. Si vous êtes en manque de Chérine, on dira que c'est. Je me suis mis un masque, mais vous pouvez me retrouver dans l'absente en ce moment, si vous voulez. Oui, sur la France 2. Avec grand plaisir. Voilà. Avec plaisir. Très avec bien. Plaisir. Sur la 2, dans l'absente, on peut vous retrouver en rediffusion. En replay ou en ce moment sur Salto. Voilà. Et puis au printemps, je serai dans un gros truc aussi. Si Simon, vous êtes vraiment en manque, vous pouvez me retrouver sur Apple, sur la nouvelle plateforme Europe. Ça va s'appeler Liaison. Liaison. Parfait. Avec plaisir, avec plaisir. Et ben Merci. voilà, on n'a pas la réponse, mais on a une compensation du coup, Simon. Merci beaucoup d'avoir Avec été sur notre antenne, sur Radio J. Merci à nos auditeurs qui nous ont écrit. On peut pas poser toutes les questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours pour parler à nos invités ou poser vos questions sur cyriellesarahcohen@gmail.com ou encore sur le compte Instagram de Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J.
Laetitia Ido, du lundi au mercredi dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées avec vous, ces minutes passées ensemble avec donc un débrief récap de tout ce qu'on s'est dit. Et c'est un portrait qui est dressé aujourd'hui par Ruti Aroginor qui s'y colle. Alors, bonjour Ruti. Bonjour Cyrielle. Rebonjour. Bonjour Laetitia. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et pour une férue, de tout ce qui est énergie, approche holistique. Là, c'est un vrai régal. Il faut l'expliquer. Oui, c'est que on entend beaucoup. Dans vos propos, cette notion d'humain, de mindfulness, d'alignement, de non-jugement de l'autre. Mm-hmm. Et ce sont des valeurs que vous incarnez au cinéma et dans les rôles que vous choisissez aussi dans votre vie. J'entendais au tout début la notion de force et de faiblesse. Oui. Justement, où vous avez mentionné que à un moment donné, c'était un frein, votre apparence, on cherchait quelqu'un un peu d'atypique et que après, les choses se sont transmutées, c'est devenu une force. Et vous dites, encore fallait-il que j'y croie aussi. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous parle de ça ? Avec plaisir. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus long, en fait, finalement. C'est comme ce que vous disiez sur le jugement, ne pas juger les autres, mais ce qui est le plus long, finalement, c'est d'arriver à arrêter de se juger soi-même et de se dire que tout va bien. En fait, souvent je me répète, mais là, dans le moment présent, en fait, tout va bien. Donc on peut, il y a une méthode que j'aime bien quelques méthodes, très peu. Je fais beaucoup le tri, puis j'en garde une ou deux que j'aime. Il y en a une qui s'appelle Be and It Will Be, et d'ailleurs ça a été écrit par une femme qui vit en Israël qui s'appelle Ronnie Hatchwell. Et cette méthode, en fait, dit que pourquoi à l'instant présent, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux, là, maintenant, tout de suite ? Parce qu'évidemment, il y a des drames, évidemment, si, ça, et même dans notre vie personnelle, il y a des choses qui ne vont pas. Mais là, est-ce qu'on n'a pas le choix de se dire, là, maintenant, je mets les choses de côté et je décide malgré tout d'être heureux. Et donc, j'essaye souvent de me rappeler ça et je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là dans ma réponse, puisque j'ai oublié la question. Mais c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer vraiment au quotidien. De se concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui fonctionne bien, et en tout cas ce qui vous apporte de la joie dans l'instant présent. Oui, c'est aussi parce qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense sur soi-même. Sur soi-même. En fait. Et quand on réfléchit... Vous êtes une adepte de la psychologie positive. Peut-être. D'ailleurs, j'ai remarqué la phrase de la méthode Coué, que je n'avais jamais lue en fait en entier, donc je l'ai renotée il y a quelques jours. Mais c'est simplement parce qu'on a tendance quand même en tant qu'humain à toujours aller chercher ailleurs notre force, que ce soit parfois dans la religion ou parfois chez nos psys, ou parfois, alors qu'en fait, souvent, à l'intérieur de nous. Les bons psys ou les bons maîtres spirituels vont nous rappeler en général que, en fait, on a déjà tout en nous. C'est pour ça peut-être qu'on est à l'image de Dieu ou à l'image de... On a beaucoup de puissance, en fait. Et on a tendance à toujours se réduire. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est un truc très humain. Je pense que ça parlera... Le cerveau, du point de vue des neurosciences, on a tendance à imaginer le pire. Voilà. Et même dans nos expressions, on va dire, s'attendre au pire plutôt que de s'attendre au meilleur. Ou qu'est-ce qu'on a à perdre au lieu de dire qu'est-ce qu'on a à gagner. Et oui, et Jim Carrey, c'est marrant, il fait cette allusion entre un chien qui est vraiment là, qui serait sur le point de nous bouffer, et notre imaginaire. Et en fait, souvent, il nous dit, on a l'impression que notre imaginaire nous fait encore plus peur d'imaginer ce chien nous sauter dessus, et d'un coup, il faut réaliser qu'en fait, il n'y a rien devant nous. Ça va bien se passer. Donc voilà, c'est un peu toujours la même chose de se dire, on respire. Calme. Et on avance, un pas devant l'autre, on va y arriver. Vous dites, on a beaucoup travaillé lors de votre rôle dans Fauda pour être dans l'émotion. Comment vous travaillez cette émotion ? J'ai noté une citation d'ailleurs qui dit que pour un artiste, c'est d'autant plus dur de travailler l'émotion et le plaisir quand on doit jouer des scènes qui sont pas évidentes, mais où on doit transmettre quand même quelque chose. En fait, moi, mon travail, j'ai failli dire, je travaille pas l'émotion, mais justement, le plus gros travail que je fais, c'est de nettoyer et de faire de la place pour qu'il y ait de la place pour l'émotion. Donc, en fait, enlever tout ce qui est parasite, en fait, être le plus pur possible pour laisser faire. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans le tac au tac, less is more, qui en français, c'est moins joli, mais vraiment, c'est moins il y en a,
mieux c'est. C'est-à-dire que plus on est prêt, plus on est, selon ma façon de faire, pas dans les questions parasites, quand on se pose trop de questions, et la caméra, elle est sur moi, et mon partenaire fait ci, et le réalisateur m'a dit ça, et je suis pas contente parce que du coup, j'aurais pu dire ça, et il y a le producteur qui me regarde. On nettoie tout. Et en fait, c'est une grande discipline. Et c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail de ne rien faire et d'être. D'ailleurs, c'est très bénéfique pour le cerveau. Oui. C'est comme ça qu'il stimule sa créativité. Quand vous dites, en incarnant un rôle, je donne ma voix, et que justement vous disiez, enfin qu'on vous suggérait d'avoir un rôle autre qu'une vendeuse de légumes, c'est essentiel pour vous justement d'initier la voix, hein, la métaphore de la voix, du chemin, pour transmettre des messages aussi. Oui, enfin, moi, pour l'instant, les messages que je transmets personnellement, vraiment, ma volonté propre et pas celle du réalisateur, ça se passe dans ce que j'écris. Et ce que j'écris, pour l'instant, soit c'est encore dans mes tiroirs, soit c'est dans mes chansons. Donc, mes chansons, elles vont arriver. J'ai jamais osé encore en parler, et on en parle un tout petit peu. Ce sera le prochain rendez-vous avec vous. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, je suis en train en ce moment de composer, on est en train de composer pour moi, un chanteur qui s'appelle Claes, que j'aime beaucoup, et donc moi j'écris, et je pense que les messages ils passeront là-dedans de manière aussi moins frontale, parce qu'une chanson on n'y va pas, on dit pas les choses directement, il y a de la poésie, il y a de l'imaginaire, et donc je pense que c'est une manière de faire passer certaines choses, et en plus par la voix. Donc exactement. D'ailleurs, dans le texte que vous avez réécrit de la chanson sur la notion d'esclavage, vous évoquez une jeune fille qui part aux États-Unis pour trouver son rêve, et qui se retrouve dans une situation d'esclavage quelque part. Hein. Moderne, exactement. Alors vous, quel message vous pourriez transmettre pour en même temps inciter les personnes à suivre leurs rêves, à rester alignées à leur énergie, tout en préservant justement leur unicité, leur... Il y a quelque chose en ce moment que la vie m'apprend et qui est pas facile, c'est de surtout abandonner l'envie de donner des leçons aux autres, qu'on peut tous avoir parfois, en se disant moi j'ai vécu ça, et vraiment là je suis en train de traverser des petites choses très enrichissantes, pas forcément faciles, où je me rends compte que il faut faire attention, et souvent comme on est interviewé, etc. Et je me réfrène un petit peu de justement donner des conseils aux autres. Et j'essaye juste parfois de parler de mon expérience. Et du coup, la manière dont... La seule chose par rapport aux rêves et comment justement ne pas lâcher ses rêves, c'est juste d'essayer de se souvenir quand on n'était pas pollué par la vie d'adulte. Qu'est-ce qui nous faisait vibrer justement, et peut-être qu'ils sont un petit peu cachés là, nos rêves. Voilà, moi ça a été l'écriture et le chant, et bizarrement je me retrouve actrice, et j'ai fait de l'architecture, enfin je veux dire, je suis passée par des milliers de trucs, et puis j'ai envie aujourd'hui, pour mon propre plaisir, de revenir à des choses un peu plus différentes. Et pour conclure, Ruthie Roche-Ginor, dites-nous, posez votre dernière question à Laetitia Idot, ou peut-être un petit bilan de ce que vous avez pu observer pour finir en 1 minute. J'entendais, j'ai eu l'opportunité d'écouter des podcasts, et effectivement, à un moment donné, vous disiez, voilà, on n'éduque pas les gens. On ne peut que leur transmettre ce qu'on apprend, ce qu'on ressent, et il y a cette notion aussi de transmutation. C'est vrai qu'une situation subie peut aussi se transformer en opportunité. C'est ce qu'on a pu vivre avec le contexte sanitaire qu'on traverse. Il y a un éveil pour certaines personnes des consciences ou du sens qu'on va donner à notre vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose, qui vous a amené à faire évoluer certaines habitudes, certains comportements. Ça a renforcé des choses. J'étais quand même déjà beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que ma vie est très axée sur le. Et c'est pour ça que je suis comédienne, je pense, sur le comment s'améliorer, comment l'humain peut devenir meilleur, qu'est-ce qu'un humain. Et je pense qu'on est le meilleur matériau quand on est comédien pour comprendre qu'est-ce qu'un humain. Donc, je pense que le confinement et toutes ces différentes épreuves ont renforcé ça. Je vais plus profondément dans cette quête-là. D'accord.
dans le sens du possible. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 16h30, en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Laetitia Eido, révélée pour son rôle du docteur Chérine dans la série Fauda et à l'affiche du film français Entre deux trains qui sort en salle demain. Vous êtes toujours avec nous, Laetitia. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Et puis, vous savez, j'ai fouillé un petit peu votre boîte secrète. Je vous dis toute la vérité. J'ai pu découvrir que vous avez aussi été la voix de Radio Notre-Dame. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, je vais éviter de vous demander de nous faire une démo de Radio Notre-Dame sur Radio J. Mais si vous voulez bien nous faire une petite démo en disant 15h, 16h30 avec Cyrielle Sarah Cohen sur Radio J, j'en serais vraiment très heureuse. Très bien, je vais essayer. C'est quoi qu'il faut dire? Alors, comme vous faites pour Radio Notre-Dame, 15h, 16h30. Ça y est, j'ai trouvé. 15h, 16h30 sur Radio J avec Cyrielle Sarah Cohen. Bravo. J'ai trouvé que c'était vraiment une voix magnifique. Ça, c'était un petit boulot, je crois, que vous aviez eu à un moment donné. Parmi les innombrables petits boulots. Et c'était assez rigolo. Ouais. C'était assez rigolo. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'au-delà d'être une actrice qui a fait qui fait du cinéma, vous avez aussi fait du théâtre, vous avez fait de la décoration, de la scénographie, mais aussi du chant. Vous avez plus d'une corde à votre arc, Laetitia Eido, puisque vous chantez aussi. En 2019, vous vous êtes lancée dans la musique en espagnol cette fois. Vous me disiez tout à l'heure que vous parliez un petit peu espagnol. C'est un pseudonyme que vous avez trouvé. Vous me le disiez il y a quelques secondes, Eido. J'ai pas bien eu le temps en fait de choisir quand l'éditeur de cette musique m'a dit vite, tu as une demi-heure, il faut que tu trouves un nom. J'ai dit alors là, déjà, je vais pas y arriver. Donc j'ai dit, comme j'ai rajouté un tréma sur mon prénom pour que ce soit joli avec mon nom de famille, je lui ai dit on va en mettre 2 là. Donc j'ai mis Eido avec un tréma sur le i, un tréma et un tréma sur le o. Sur le o, voilà. Et donc c'est un titre où vous accompagnez les DJ Bart and Baker sur le titre Atlandida, adapté de l'ère traditionnelle d'El Payand, qui a été popularisé par la chanteuse Laza. On adore Laza, voilà. Atlantida fait partie de la sélection 2019 sur l'album du Bouddha Bar. Incroyable de savoir que c'est vous qui pouvez chanter là-dessus. Ouais. De quoi parle cette chanson assez rapidement? C'est en fait cette chanson originellement quand Laza la chante, en fait ça raconte l'histoire d'un esclavage, mais un esclavage ancien avec le fouet, le truc, etc. Et je me suis dit, enfin ils m'ont dit, Bart & Baker, est-ce que tu veux pas moderniser un petit peu tout ça et changer un petit peu les paroles? Je dis non, soit on respecte les paroles et on les chante, soit je change tout. Donc j'ai tout changé, j'ai gardé la première phrase qui ressemble un petit peu et puis j'ai vraiment modernisé pour parler en fait d'une femme qui est fille d'esclave et qui quitte en fait le Honduras, mais on ne sait pas, mais Atlantida c'est une région du Honduras, pour migrer vers les États-Unis, pour trouver un monde meilleur et qui en fait finalement arrive à cette terre promise et qui se retrouve esclave d'une société moderne comme on peut tous l'être aujourd'hui et qui courbe les chines, encore une fois, jusqu'à la mort. Voilà. On va continuer, Laetitia Eido, à parler de culture avec vous, puisque tous les jours, du lundi au mercredi, en deuxième partie de cette émission, nos chroniqueurs vous préparent une demi-heure à votre image pour mieux vous connaître. Parmi eux, Hélène Kuttner, Notre-Dame de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez et vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis ravie de recevoir en tout cas une actrice, puisque le théâtre, vous connaissez. Pour votre coup de cœur théâtre, vous aviez choisi le spectacle donné à Nanterre il y a quelques années, qui s'appelle Ça ira, fin de Louis, de Joël Pomera, qui racontait la saga du fin de règne de Louis XVI avec les révoltes populaires, qui a été réécrit aujourd'hui par Joël Pomera et ses comédiens, et qui a été effectivement ébouriffant, qui a été vivant, et qui a eu un succès magnifique, parce que c'est un spectacle qui a tourné en France et je crois en Europe. Et dans l'actualité, c'est Cyrielle qui m'avait dit ça, vous aviez aussi choisi un one-man show que Cyrielle a vu, que je n'ai pas vu, mais dont Cyrielle pourra nous parler, qui est celui de Maurice Barthélémy, qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Fort comme un hypersensible, oui, on vous a bien sûr un petit peu sondé, Laetitia Eido, pour connaître vos goûts, et je crois que vous êtes amie avec Maurice Barthélémy, vous vous êtes rencontrés, oui. Vous avez bu un café ensemble. Et vous avez découvert... Enfin, vous avez Voilà. Et vous avez découvert... Enfin,
vous vous êtes parlé de votre hypersensibilité. Tout à fait. Voilà. Vous le dites pas clairement dans je vais dire l'envers du décor dans l'interview que j'ai entendue de vous avec Maurice Barthélémy qui était sur ce siège il y a une semaine tout pile C'est à pas votre vrai. place exactement. Incroyable. On aurait pu faire une émission ensemble. Et puis il dit de vous que vous êtes une super nana. Ah. Donc voilà. Merci, C'est l'info. Je vais pouvoir lui rendre ici C'est l'info. parce que c'est un super gars aussi. Vous êtes très bien entendu, je Ouais, crois. on a parlé de notre hypersensibilité. Et vous avez pu voir, je sais pas si vous avez Pas pu encore, voir j'y son vais là, spectacle. j'y vais le 11. Welcome, marhaba, baruch haba, bienvenida. Si je vous parle en plusieurs langues, c'est parce que ça résonne en vous comme de la musique. Votre hyperacousie vous permet d'entendre la clé de sol de chacun de mes mots, de chacune de mes phrases. C'est une sorte de don. Vous captez les nuances, les émotions dans toutes les langues et vous arrivez en toute simplicité à reproduire les particularités de diction d'un locuteur. Comme la chanteuse Agnès Obel, le rapport à l'autre vous inspire. Il vous permet de vous mettre dans la peau du personnage. Sans l'atmosphère, sans l'échange, la mélodie sonne faux. Dans Broken Sleep de la danoise Agnès Obel, la mélodie est d'une pureté désarmante. Un simple piano, une voix pure avec peu d'arrangements. Ce sont des ballades à la mélancolie profonde. Elles vous apaisent et font naître en vous une mini-déprime poétique qui vous pousse à créer. Parce que non, la mélancolie n'est pas de la tristesse, c'est un art de vivre, une façon d'être au monde. Beaucoup d'artistes lui attribuent ce mot portugais, saudade. Il y a là quelque chose de berçant, de presque complaisant. Cette émotion peut accabler le cœur tout en la rendant agréable, presque hypnotique. Oh, bittersweet summer rain, I'm born again. All my broken pieces, bittersweet summer rain, I'm born again. Il y a un petit air d'Alicia Keys, hein. Plus belle voix, je trouve, encore. Cette voix envoûtante, c'est une de vos artistes préférées, Liane La Havas. Son titre Bittersweet, qui veut dire en français mêlant douceur et amertume, raconte si bien les antagonismes. Pluie d'été, douce amère, je renais. Toutes mes pièces cassées, pluie d'été, douce amère, je renais. Dans ses paroles, Liane La Havas parle de ces moments de vie qui nous font renaître, car oui, il y a des instants qui nous plongent dans un profond gouffre. C'est cette impression d'être dans une impasse. Souvent, dans ces cas-là, il est commun de penser que tout est perdu. Certains choisiraient de se laisser mourir. Mais vous, Laetitia Eido, vous décidez toujours d'embrasser votre douleur et d'entamer une renaissance émotionnelle. Quand le problème devient grave, eh bien, on voit pas le rapport en fait émotionnel, parce que je propose dans le livre un certain nombre de symboliques au niveau de la maladie, mais ce sont des exemples, ce sont des statistiques. Le plus important, c'est que à partir du moment où on tombe malade, ce qui est essentiel, c'est de se demander qui est-ce que j'ai vu avant de tomber malade, qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion, qu'est-ce qui s'est passé, et se poser réellement cette question. Se laisser porter par les émotions, oui, mais tout en connaissant vos limites. Dans votre livre de chevet, La clé de votre énergie, de Natacha Kelleströmer, qu'on vient d'entendre à l'instant, on apprend à se libérer des fantômes du passé qui nous ont servi, mais qui ne nous servent plus. On s'affranchit des traumas, même s'ils font de nous qui nous sommes. Vous êtes connecté à l'invisible, Laetitia Eido, et vous vous demandez sans cesse quelle est la cause profonde de vos symptômes. Selon Natacha Kelleströmer, nous porterions tous une valise contenant nos épreuves qui plombent notre énergie, notre pulsion de vie. Et pour vous aider à comprendre ce qui vous bloque et pour libérer les blessures émotionnelles, Natacha Kelleströmer vous guide vers des protocoles pour libérer les spectres transgénérationnels, alléger votre mémoire et comprendre vos origines profondes. Direction alors
Le Liban, terre d'artistes aussi opposés que Mika ou Nadine Labaki, mais aussi votre terre, Laetitia Eido. Même si vous grandissez en Ardèche, loin de Beyrouth, on retrouve beaucoup de dualité dans votre histoire familiale. Vous êtes malgré vous un trait d'union entre les cultures et les genres, un papa français, médecin et sculpteur, une maman libanaise, orthophoniste et peintre, un Liban que vous connaissez si peu mais qui résonne tant par sa complexité dans votre fort intérieur. Vous avouez ne pas parler un mot d'arabe avant la série Fauda et pourtant cette culture plane comme un spectre au-dessus de votre vie d'adulte. Elle fait vibrer en vous quelque chose de particulier, de familier, sans que vous ne sachiez vraiment comment. L'exil, le déracinement ont une place primordiale dans votre histoire et vous aimez partir à la recherche des secrets de votre passé. Comme cette artiste que vous affectionnez tant, Indy Zara, vous aimez retrouver petit à petit les pièces du puzzle de votre héritage. Dans son album Homeland, terre natale en français, la chanteuse franco-marocaine Indy Zara raconte en anglais le dualisme culturel. Comme elle, vous êtes constamment baignée entre les cultures de l'Orient et de l'Occident et pourtant vous refusez de dire que vous cherchez votre place, vous ne souhaitez pas rentrer dans une case, vous souhaitez être partout en même temps sans avoir besoin de vous définir ou que les autres vous définissent. La vie prend tout son sens lorsque l'être humain réalise son unicité. Chaque personne est comme un diamant aux facettes multiples. On revient au fondement de la psychologie analytique mais aussi à la méthode Meisner. Chaque individu peut se réaliser pleinement s'il écoute pour de vrai, regarde pour de vrai, parle pour de vrai. Et pour choisir votre vie, plutôt que d'en être victime, vous vous posez les mêmes questions existentielles que Cyril Dion pose dans son dernier documentaire Animal. Comment habiter cette planète différemment? À quoi servons-nous, nous les humains? Souvent cette comparaison-là, en fait, ce qui se passe là avec la possibilité d'un effondrement écologique avec le climat ou avec la biodiversité, c'est un peu la même chose que la perspective de la mort. En fait, ça nous ramène à l'idée de la mort collectivement. Quand vous vous levez le matin, vous savez que vous allez mourir. Hein. Je sais pas si vous le savez pas, d'ailleurs, je vous le dis, vous allez mourir. Spoiler. Comme tout le monde. Mais vous vous dites pas ça. Ce n'est pas un hasard si vous aimez tant ce documentaire, donner du sens à sa vie, trouver du magique là où il n'y en a pas, forcément, c'est un peu votre mantra artistique, Laetitia Eido. Dans votre bibliothèque, dans votre ventre, comme vous aimez l'appeler, pour le comprendre. La lecture influence vos pratiques artistiques et vous réunissez dans votre monde intérieur ces multiples personnages de romans qui ont croisé votre chemin. L'expression plurielle est au cœur de votre construction. C'est grâce à l'ouvrage « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke que vous assumez votre désir de création multiple. Dans cette correspondance épistolaire avec un jeune artiste, l'écrivain délivre ses conseils sur le processus de création. Grâce à ce livre, vous vous libérez du poids des connaissances et vous laissez place à la femme intuitive que vous êtes. Un jour scénographe, un jour comédienne, un jour dessinatrice, un jour chanteuse. C'est votre manière à vous de faire fi du temps qui passe. Votre art, sous toutes ses formes, n'en finira sans doute jamais de l'interroger. Mais pour moi, Laetitia Eido, vous faites partie de ces gens rares qui savent contempler le temps. 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi. Merci beaucoup Margot Haddad. Je crois que Laetitia Eido est très émue après ce portrait culturel de